Il y a des choses au fond de l'océan qui n'ont pas leur place parmi les vivants. Je l'ai appris en 1993, lorsque notre destroyer a reçu un signal de détresse provenant d'un navire coulé près de 50 ans auparavant. Je m'appelle David et à l'époque, je servais comme hydroacousticien à bord d'un destroyer de la marine américaine. J'avais 26 ans et je me considérais comme un spécialiste assez expérimenté, ayant déjà passé 5 ans en mer. Nous étions en service dans la partie nord de l'océan Pacifique, au large des côtes de l'Oregon, où les courants froids et les brouillards créaient une atmosphère particulière d'isolement du reste du monde. J'étais habitué à la monotonie des patrouilles, aux heures interminables passées avec mes écouteurs, à écouter les sons de l'abîme océanique. Cela s'est passé à la mi-octobre 1993. Nous étions à environ 80 miles de la côte, effectuant une patrouille de standard. Le temps était typique de cette période de l'année. De bas nuages de gris, une fine bruine et une visibilité ne dépassant pas 1 mile. J'ai pris mon quart à 4h du matin, remplaçant un collègue qui avait effectué le quart précédent sans incident. Les 2 premières heures se sont déroulées comme d'habitude. J'écoutais la symphonie habituelle de l'océan, le bruit des hélices de notre navire, l'écho lointain des chants des baleines, les sons aléatoires des navires qui passaient. Ma tâche consistait à détecter les objets sous-marins, principalement les sous-marins d'un ennemi potentiel, bien qu'après l'effondrement de l'Union soviétique, de telles rencontres soient l'âme devenue rares. Je buvais un café refroidi dans un thermos et regardais les indications des instruments quand, vers 6h du matin, un nouveau son est apparu dans mes écouteurs. Au début, j'ai pensé qu'il s'agissait d'interférences ou d'un phénomène naturel. Le son était rythmé, répétitif, semblable à un cliquetis métallique. J'ai réglé les filtres pour essayer d'identifier la source. Ce que j'ai entendu après avoir nettoyé le signal m'a glacé le sang. C'était du morse, une séquence claire et sans erreur de points et de traits. Le signal SOS se répétait sans cesse à environ 30 secondes d'intervalle. J'ai immédiatement contacté l'officier de quart. Il est arrivé dans ma cabine en moins d'1 minute et je lui ai fait écouter le signal à l'aide d'un casque de rechange. Le lieutenant était un marin expérimenté, avec plus de 15 ans de service, et j'ai vu son visage devenir de plus en plus perplexe à mesure qu'il écoutait le signal. Il m'a demandé si je pouvais déterminer l'emplacement exact de la source. J'ai effectué une triangulation à l'aide des données provenant des différents hydrophones de notre système. Le résultat était étrange. Le signal ne provenait ni de la surface, ni de l'eau qui nous entourait. Il provenait du fond, à une profondeur d'environ 250 mètres, à environ 3000 de notre position actuelle. Le lieutenant m'a ordonné de continuer à surveiller, puis il est allé faire son rapport au commandant du navire. Je me suis retrouvé seul face à ce signal fantomatique qui continuait à se répéter méthodiquement. J'ai essayé de calculer la fréquence de transmission et la puissance du signal. L'équipement indiquait que la source était assez faible, mais étonnamment stable pour quelque chose qui se trouvait au fond de l'océan. 22 minutes plus tard, le capitaine et plusieurs autres officiers entrèrent dans la timonerie. Le commandant était un homme sévère d'une 50aine d'années, aux tempes grisonnantes et aux yeux profondément ridés par de longues années de service en mer. Il écouta mon rapport en silence, puis mit lui-même des écouteurs et écouta le signal. Son visage restait impassible, mais je remarquai qu'il échangea un rapide regard avec son second. Le capitaine ordonna de changer de cap et de se diriger vers la source du signal. Il ordonna également de contacter le commandement côtier et de demander toutes les informations disponibles sur les objets potentiels dans cette zone. Je continuais à suivre le signal pendant que notre destroyer changeait de direction. Le signal ne s'arrêtait pas, ne s'intensifiait pas et ne s'affaiblissait pas, il continuait simplement à se répéter de manière monotone. Au bout d'environ 40 minutes, nous arrivâmes à l'endroit que j'avais identifié
comme étant la source de la transmission. L'océan autour de nous semblait tout à fait normal, la même eau grise sous le même ciel gris. J'ai continué à écouter le signal qui était désormais beaucoup plus distinct. Le capitaine a ordonné à l'officier de communication de recontacter le commandement et de demander les données archivées pour ces coordonnées spécifiques. La réponse est arrivée environ 1 heure plus tard. L'officier de liaison a apporté une copie imprimée et l'a remise au commandant. J'ai vu le capitaine lire le document et son visage se figer progressivement. Il a relu le texte 2 fois, puis a transmis le document au second capitaine qui a réagi de la même manière. Selon les archives de la marine, un sous-marin américain de classe Gato, appelé Seabase, avait coulé dans cette zone en 1944. Le sous-marin avait quitté sa base de San Francisco en août de cette année-là pour une mission de patrouille et n'était jamais revenu. Il a été officiellement déclaré perdu en octobre 1944 après avoir manqué de se manifester à l'heure prévue. Il avait à son bord un équipage de 78 personnes. Les archives indiquaient donc que la cause présumée du naufrage était soit une mine, soit une défaillance technique, ayant entraîné un naufrage catastrophique. Aucun débris, ni aucune trace du bateau n'ont été retrouvés. Les coordonnées exactes de la dernière position connue du sous-marin coïncidaient avec le point d'où provenait le signal SOS, avec un écart de quelques centaines de mètres seulement. Le capitaine a convoqué une réunion des officiers supérieurs dans la salle à manger. Je n'y ai pas assisté, mais le lieutenant m'a ensuite rapporté les principaux éléments de leur discussion. La question principale était évidente. Comment un sous-marin coulé, il y a près de 50 ans, pouvait-il émettre un signal de détresse aujourd'hui? Les hypothèses allaient d'une erreur technique de notre équipement à un phénomène naturel produisant accidentellement des sons similaires à l'alphabet morse. Cependant, j'ai continué à enregistrer et à analyser le signal, et plus je travaillais dessus, plus je me convainquais qu'il ne s'agissait pas d'un hasard ou d'interférence. La séquence était trop précise, trop régulière. Les intervalles entre les transmissions étaient absolument identiques. Il était clair que cela avait été créé par un être humain ou, du moins, par un appareil humain. Le commandement à terre a donné son accord pour poursuivre les recherches. Vers midi, un navire spécialisé de la garde côtière, équipé d'un appareil télécommandé pour eau profonde, nous a été envoyé. On nous a ordonné de rester sur place et de continuer à surveiller le signal jusqu'à l'arrivée de ce navire qui devait nous rejoindre le lendemain soir. Ces 24 heures d'attente ont été étranges. Le signal n'a pas cessé une seule minute. J'ai travaillé par roulement avec mon coéquipier et nous avons tous deux confirmé la même chose. Le SOS continuait à être émis depuis le fond avec une régularité absolue. Des rumeurs sur notre découverte se sont répandues sur le navire et l'atmosphère était devenue tendue. Les marins sont des gens superstitieux et l'idée d'un navire coulé émettant des signaux 10 ans plus tard ne les rassurait pas. Je n'ai presque pas dormi cette nuit-là. Quand je n'étais pas de quart, je restais allongé dans ma cabine et pensais aux 78 personnes qui avaient coulé avec le sous-marin. J'imaginais leurs derniers instants, lorsque l'eau envahissait les compartiments et qu'ils comprenaient que les secours n'arriveraient à un pas. J'avais 26 ans et beaucoup de membres de l'équipage étaient si plus jeunes que moi. Ils reposaient désormais quelque part dans l'obscurité glaciale depuis un demi-siècle. Le navire de recherche est arrivé le lendemain vers 7 heures du soir. C'était un petit navire spécialement équipé pour la recherche sous-marine. Il avait à son bord une équipe de 12 personnes, dont 2 opérateurs de submersibles. L'opération était commandée par un officier de la garde côtière du nom de James, un homme d'une quarantaine d'années, avec une barbe soignée et un regard attentif. L'officier était venu sur notre destroyer pour coordonner les opérations. J'étais présent à la réunion.
ainsi que le capitaine, le second et plusieurs autres officiers. James a examiné toutes nos données, les enregistrements du signal, les coordonnées, les informations archivées sur le sous-marin coulé. Il a déclaré qu'il commencerait à immerger le submersible à l'aube, lorsque la visibilité dans l'eau serait meilleure. Les opérateurs du submersible étaient deux spécialistes civils, un homme d'âge moyen et une jeune femme. Le premier opérateur était un spécialiste expérimenté qui travaillait avec ce type d'équipement depuis plus de 10 ans. Sa partenaire était plus jeune, mais, selon James, elle était l'une des meilleures pilotes de submersibles de la côte ouest. Leur appareil pouvait plonger jusqu'à une profondeur de 500 mètres, ce qui était largement suffisant pour nos besoins. Cette nuit-là, j'étais de nouveau de garde, continuant à écouter le signal inchangé. Vers 3 heures du matin, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Pendant environ 5 secondes, le signal s'est interrompu, puis a repris. C'était la première interruption depuis la découverte de la transmission. Je l'ai immédiatement noté dans le journal de bord et en ai informé l'officier de quart. Nous avons discuté de ce que cela pouvait signifier, mais nous ne sommes parvenus à aucune conclusion. Le matin était étonnamment clair. Le brouillard s'était dissipé et l'océan était relativement calme. L'équipage du navire de recherche a commencé à préparer la descente du sous-marin immédiatement après le petit déjeuner. J'ai observé le processus depuis le pont de notre destroyer. Le sous-marin était de couleur jaune, de la taille d'une petite voiture, avec 3 puissants projecteurs à l'avant et plusieurs caméras vidéo installées à différents angles. James nous a invités, le capitaine et moi, à monter à bord du navire de recherche, afin que nous puissions observer la plongée en temps réel. Nous avons rejoint leur navire à bord d'un canot à moteur. L'intérieur de la timonerie était exigu, mais équipé d'appareils modernes. Les 2 opérateurs étaient assis derrière un pupitre de commande doté de nombreux écrans et leviers. L'appareil a été mis à l'eau vers 9 heures du matin. J'ai continué à suivre le signal grâce à l'équipement portable que j'avais apporté. Le SOS continuait à retentir sans changement. Sur les écrans, nous avons vu l'eau derrière les hublots de l'appareil s'assombrir progressivement à mesure qu'il descendait. Le chef opérateur commentait le processus d'un ton calme et professionnel. Il descendait à une vitesse d'environ 10 mètres par minute, corrigeant constamment leur trajectoire à l'aide des données GPS et du sonar. Sa partenaire contrôlait les systèmes de ballast, assurant la stabilité de l'appareil. L'eau autour d'eux devenait de plus en plus sombre, jusqu'à ce que, à une profondeur d'environ 100 mètres, la lumière du jour disparaisse presque complètement. À 200 mètres de profondeur, le sonar de l'appareil a détecté un objet de grande taille, juste en dessous d'eux. L'opérateur a corrigé le cap, dirigeant l'appareil vers la cible. Nous regardions tous avec attention les écrans qui affichaient les données du sonar. L'objet était long, environ 96 mètres, ce qui correspondait à la taille d'un sous-marin de classe Gato. À une profondeur de 220 mètres, le fond marin a commencé à apparaître dans la lumière des projecteurs. L'opérateur a ralenti la vitesse de descente. La visibilité était limitée par la suspension dans l'eau, mais les contours devenaient progressivement plus nets. Et puis, nous l'avons vu. Le Sea Bass gisait au fond, incliné sur le côté droit, à un angle d'environ 30 degrés. La coque était recouverte d'une épaisse couche de salissures marines et de vase, mais dans l'ensemble, la structure du bateau semblait étonnamment intacte. Je m'attendais à voir une coque déchirée, des signes d'explosion ou de dommages catastrophiques, mais le bateau semblait presque intact. L'opérateur dirigeait lentement l'appareil le long de la coque du sous-marin, de la poupe à la proue. Nous avons vu le pont des canons, la timonerie, les tubes lance-torpilles. Tout était là, tout était à sa place. Sur le côté de la coque, partiellement caché par les algues et les coquillages, on pouvait distinguer le numéro du bateau. C'était bien le même navire.
James a demandé à l'opérateur de s'arrêter et d'inspecter minutieusement la coque à la recherche de dommages visibles. Nous avons passé près d'1 heure à examiner chaque centimètre de la partie visible du sous-marin. Il n'y avait aucun signe d'explosion, de brèche causée par une torpille ou de collision avec une mine. La coque semblait étanche, à l'exception de la corrosion naturelle due à 50 ans passés sous l'eau. Je continuais à écouter le signal SOS dans mes écouteurs, et à mesure que l'appareil s'approchait de la timonerie du bateau, le son devenait un peu plus distinct. J'en ai fait part à James, qui a acquiescé en prenant des notes sur sa tablette. L'opérateur dirigea l'appareil vers la partie supérieure de la cabine, où se trouvait la trappe d'entrée principale. Il s'agissait d'une trappe ronde standard avec un mécanisme de verrouillage, comme celles utilisées sur tous les sous-marins de l'époque. La surface de la trappe était recouverte d'une épaisse couche d'organismes marins, mais le mécanisme lui-même semblait intact. C'est à ce moment précis que quelque chose s'est produit qui nous a tous figés sur place. La deuxième opératrice, qui surveillait les indications des différents capteurs de l'appareil, a soudainement déclaré que le capteur acoustique détectait une vibration provenant du sous-marin. Il ne s'agissait pas simplement du signal SOS que je suivais déjà, mais d'une vibration physique du métal de la coque. James a demandé au chef opérateur de rapprocher l'un des manipulateurs de l'appareil de la coque du bateau. Lorsque le bras métallique a touché la coque rouillée du sous-marin, nous l'avons ressenti grâce à la rétroaction. La coque vibrait. C'était une vibration faible mais distincte, synchronisée avec la transmission du signal SOS. Le capitaine, qui se tenait à côté de moi, a dit ce que nous pensions tous: quelque chose fonctionnait à l'intérieur. Un équipement fonctionnait encore après près de 50 ans au fond de l'océan. Cela semblait impossible d'un point de vue technique, mais les faits étaient là. James a contacté par radio le commandement côtier et a fait part de la situation. En réponse, on lui a ordonné de continuer l'observation et d'essayer de déterminer d'où provenait exactement le signal. L'opérateur a lentement fait tourner l'appareil autour du sous-marin, utilisant des microphones directionnels pour localiser la source du son. Il s'est avéré que les vibrations et le signal provenaient de la partie centrale du bateau, probablement de la timonerie ou du compartiment adjacent. L'opérateur a positionné l'appareil en face de cette section de la coque, et nous pouvions voir l'un des hublots latéraux du sous-marin. La vitre était trouble à cause des excroissances, mais à travers elle, on pouvait distinguer l'obscurité totale à l'intérieur. Nous avons passé l'heure suivante à filmer en détail l'ensemble du sous-marin sous différents angles. James voulait obtenir une documentation aussi complète que possible avant d'entreprendre toute action. J'ai continué à enregistrer le signal et à analyser ses caractéristiques. La puissance de transmission était extrêmement faible, ce qui expliquait pourquoi le signal n'avait pas été détecté plus tôt. Probablement, notre destroyer s'était simplement trouvé au bon moment, au bon endroit, suffisamment près pour que ses hydrophones puissent capter le faible signal. Vers midi, James a reçu de nouvelles instructions du commandement. On nous a ordonné d'essayer d'accéder à l'intérieur du sous-marin. La raison était simple. Si un équipement fonctionnait réellement à l'intérieur, il fallait déterminer de quoi il s'agissait et pourquoi. De plus, il existait une possibilité théorique, bien que très improbable, que des documents ou des informations importants y aient été conservés. Le chef opérateur expliqua que l'appareil était équipé de puissants manipulateurs et d'outils de coupe capables de venir à bout du métal corrodé. Il avertit toutefois que toute tentative d'ouvrir la trappe ou la coque risquait d'endommager l'intégrité structurelle du bateau et d'entraîner sa destruction totale. James a décidé d'essayer d'ouvrir la trappe d'entrée principale de la timonerie. C'était le moyen le moins invasif d'accéder à l'intérieur. L'opérateur a ramené l'appareil vers le haut de la timonerie et l'a positionné de manière aussi stable que possible au-dessus de la trappe. Le processus a été lent,
et prudent. L'opérateur a d'abord utilisé un jet d'eau sous pression pour nettoyer le mécanisme de verrouillage des incrustations marines. Sous la couche de coquillages et d'algues, le métal rouillé mais toujours identifiable est apparu. La roue de verrouillage de la trappe était bloquée par la corrosion et le temps. La deuxième opératrice a proposé d'utiliser un manipulateur hydraulique pour appliquer un couple au volant. Son partenaire a accepté et a délicatement saisi le volant avec le bras métallique de l'appareil. Nous avons observé sur les écrans comment l'indicateur de pression du manipulateur augmentait lentement, tandis que l'opérateur augmentait progressivement la force. Soudain, la roue de verrouillage a cédé. Nous l'avons vu tourner d'environ un quart de tour, soulevant un nuage de rouille et de sédiments. L'opératrice s'est arrêtée, a laissé l'eau autour se purifier, puis a continué. Tour après tour, la roue a tourné jusqu'à atteindre enfin la position complètement ouverte. L'étape suivante consistait à soulever la trappe elle-même. Cela s'est avéré encore plus difficile, car les charnières étaient fortement corrodées. L'opérateur a dû utiliser les deux bras de l'appareil pour soulever délicatement le lourd couvercle métallique. L'opération prit encore 22 minutes, mais finalement, la trappe s'ouvrit, basculant vers l'arrière et libérant un nuage d'eau sombre qui s'écoulait de l'intérieur du sous-marin. Lorsque l'eau se clarifia, nous vîmes le trou noir de la trappe ouverte menant à la cabine du bateau. L'opérateur a allumé les puissants projecteurs de l'appareil et les a dirigés vers le bas, dans l'ouverture. Le faisceau lumineux a transpercé l'obscurité, éclairant les surfaces métalliques rouillées et les dépôts tourbillonnants. James a demandé si l'appareil pouvait descendre à l'intérieur du bateau. Le chef opérateur a répondu que c'était techniquement possible, mais extrêmement risqué. Les passages intérieurs du sous-marin étaient étroits, et si l'appareil se coinçait ou endommageait une structure qui s'effondrerait, il pourrait le perdre et peut-être même provoquer la destruction de tout le sous-marin. Après une brève discussion, James a décidé que le risque en valait la peine. La source du signal se trouvait quelque part à l'intérieur, et la seule façon de savoir ce qui se passait était d'entrer dans le bateau. Les deux opérateurs ont échangé un regard, puis le chef a hoché la tête et a commencé à descendre lentement l'appareil dans la trappe. L'appareil était à la limite de la taille, permettant de passer par la trappe de la timonerie. L'opérateur manœuvra avec une extrême prudence, le descendant littéralement centimètre par centimètre dans l'ouverture. Nous entendîmes le métal grincer lorsque le corps de l'appareil entra en contact avec les bords de la trappe. La deuxième opératrice surveillait en permanence les indications de tous les systèmes, prête à vider immédiatement le ballast et à remonter en urgence si quelque chose tournait mal. Après quelques minutes qui nous ont semblé une éternité, l'appareil a complètement franchi l'écoutille et s'est retrouvé à l'intérieur de la cabine du sous-marin. Les projecteurs éclairaient un petit espace rempli d'eau et de particules de sédiments en suspension. Nous pouvions voir les tableaux de bord recouverts d'une épaisse couche de salissures marines, des morceaux de câbles se balançant dans le courant sous l'effet du mouvement de l'appareil, et un passage menant vers le bas, vers le poste central du bateau. L'opérateur dirigea l'appareil vers ce passage. La manœuvre était difficile. L'appareil devait littéralement se faufiler entre les cloisons corrodées. J'entendais dans mes écouteurs le signal SOS devenir de plus en plus fort. Nous nous approchions de la source. Le poste central du sous-marin était plus spacieux et l'appareil pouvait se déplacer plus librement. Les projecteurs éclairaient des détails de l'intérieur vieux de 50 ans. Les barres de commande, les leviers de ballast, les périscopes, tout cela figé dans le temps, au fond de la mer. Il n'y avait pas de corps de l'équipage, ce qui était étrange. Habituellement, lorsqu'un sous-marin coule rapidement, les membres de l'équipage n'ont pas le temps de le quitter, mais ici, nous n'avons vu aucun reste humain.
L'opérateur guida lentement l'appareil à travers le poste central vers la cloison suivante. Selon le schéma des sous-marins de classe Gato que James avait affiché sur l'un des écrans, les cabines des officiers et la salle des radiotélécommunications devaient se trouver derrière le poste central. C'est là, selon mes calculs, que se trouvait la source du signal. Le passage vers la cloison suivante était partiellement bloqué par une poutre métallique tombée. L'opérateur a dû utiliser des manipulateurs pour dégager le passage. C'était dangereux. Toute la structure du bateau pouvait être instable et le moindre mouvement imprudent pouvait provoquer un effondrement. Mais les opérateurs ont travaillé avec une extrême prudence et après un certain temps, le passage a été dégagé. L'appareil est entré dans le couloir menant aux cabines des officiers. Les portes des cabines étaient jamais fermées, sauf une qui ne tenait plus que par un seul loquet. À l'intérieur, nous pouvions distinguer une couchette, une petite table et une armoire. Tout était recouvert de vases et envahi par des organismes marins, comme si l'océan essayait d'intégrer ce tombeau d'acier à son environnement. Plus loin dans le couloir se trouvait la porte de la salle radio. Elle était fermée à clé, mais l'opérateur a réussi à l'ouvrir en appuyant sur le manipulateur. La porte s'est ouverte dans un grincement métallique et l'appareil a pénétré dans la salle radio. C'était une petite pièce remplie d'équipements de communication. Nous avons vu plusieurs récepteurs et émetteurs radio installés sur les murs, des panneaux avec des commutateurs et des indicateurs, et au centre, l'émetteur radio principal du bateau. Et c'est là que nous avons vu ce qui rendait possible tout ce phénomène étrange. L'émetteur fonctionnait. L'un de ses voyants clignotait faiblement d'une lumière verte terne, pulsant au rythme du signal SOS. Cela semblait absolument impossible. Les systèmes électriques du sous-marin auraient donc dû se désactiver immédiatement après le naufrage. Les batteries ne pouvaient pas fonctionner pendant 50 ans sous l'eau. Et pourtant, le voilà. Un voyant clignotant, un émetteur en état de marche. James a ordonné à l'opérateur de rapprocher les caméras le plus possible de l'émetteur. Nous avons examiné l'équipement en détail sur les écrans. À côté de l'émetteur en marche, nous avons remarqué un autre appareil que je n'ai pas pu identifier au premier abord. Il avait l'air inhabituel, différent de l'équipement habituel des sous-marins militaires de 1944. L'appareil avait à peu près la taille d'un gros poste de radio avec de nombreux interrupteurs et ce qui semblait être des cadrans ou des capteurs. Des câbles partaient de cet appareil vers l'émetteur principal. Il y avait une petite plaque sur le boîtier de l'appareil, mais le texte était illisible à cause de la corrosion. J'ai dit à James que le signal provenait certainement de cet émetteur. Il a acquiescé et a demandé à l'opérateur d'essayer d'obtenir un échantillon, ou au moins de meilleures photos de l'appareil non identifié. L'opérateur a délicatement tendu le manipulateur et a essayé de nettoyer la plaque. C'est à ce moment précis que quelque chose s'est produit qui a changé toute la situation. Lorsque le manipulateur a touché l'appareil non identifié, le voyant du transmetteur s'est soudainement allumé plus fort. Le signal SOS dans mes écouteurs s'est brusquement amplifié, puis s'est interrompu. Pendant quelques secondes, le silence s'est installé. Puis, l'émetteur a commencé à transmettre un nouveau message. Ce n'était plus un SOS, c'était une longue séquence en morse, et j'ai commencé à la noter fébrilement, essayant de la déchiffrer au fur et à mesure. Les lettres formaient des mots, les mots formaient des phrases. Ce que j'ai entendu m'a glacé le sang. Le message était court et se répétait encore et encore. Il disait « N'ouvrez pas la section 4. Gardez-la scellée. Ce ne sont pas des humains. Ils se font passer pour des humains. » Je lisais immédiatement le message à haute voix. Un silence s'installa dans la salle de contrôle. James me demanda de répéter pour s'assurer que j'avais bien déchiffré. J'écoutai l'enregistrement une nouvelle fois. Il n'y avait pas d'erreur. C'était bien ce que transmettait l'émetteur.
Le capitaine a demandé ce qu'était le compartiment 4 dans les sous-marins de classe Gato. James a rapidement consulté les schémas sur sa tablette. Le compartiment 4 se trouvait à l'avant du sous-marin, derrière le compartiment torpille. C'était un espace de vie pour une partie de l'équipage et un entrepôt pour les torpilles. Nous regardions tous les écrans qui montraient là la timonerie du sous-marin couler. Le voyant vert continuait de clignoter, l'émetteur continuait de battre son sinistre avertissement. L'opérateur demanda quoi faire, ensuite. James resta silencieux, essayant manifestement de prendre une décision. J'ai dit ce que tout le monde pensait, mais n'osais pas dire à voix haute. Si ce message était authentique, si un membre de l'équipage avait réussi à l'envoyer avant de mourir, alors quelque chose s'était passé dans le compartiment 4. Quelque chose d'assez horrible pour pousser des personnes mourantes à laisser un avertissement aux générations futures. Le capitaine a proposé d'arrêter immédiatement l'opération et de ramener l'appareil à la surface. Nous devions faire rapport au commandement et les laisser décider de la suite. Mais James a secoué la tête. Il a dit que nous étions déjà là, déjà à l'intérieur, et que nous n'aurions peut-être pas de deuxième chance. Il fallait découvrir la vérité. Il ordonna à l'opérateur de diriger l'appareil vers le compartiment 4. L'opérateur hésita, puis acquiesça et commença à faire sortir l'appareil de la cabine radio pour le ramener dans le couloir. Le signal dans mes écouteurs s'affaiblissait à mesure que nous nous éloignions de l'émetteur, mais l'avertissement continuait à se répéter, résonnant dans mon esprit. L'appareil traversa lentement le poste central pour retourner vers la proue du bateau. En passant par les différentes sections, nous ne voyions toujours aucun corps. Cela devenait de plus en plus étrange. Où était passé l'équipage de 78 personnes? Si le bateau avait coulé rapidement, ils auraient dû être là. Nous avons atteint le compartiment des torpilles. C'était un grand espace avec des étagères pour les torpilles et 4 lance-torpilles à l'avant. La des torpilles était dit toujours à leur place, recouverte d'une épaisse couche de saleté. Au fond de la pièce, il y avait une porte étanche menant au compartiment 4. La porte était fermée. De plus, elles étaient soudées. Nous pouvions voir les épaisses soudures autour du bord de la porte, la reliant à la cloison. Quelqu'un avait scellé ce compartiment de l'intérieur à l'aide du matériel de soudure du bateau. C'était un acte désespéré, une dernière tentative pour isoler quelque chose. Sur la porte elle-même, des mots avaient été gravés à même le métal à l'aide d'un objet pointu. L'opératrice a rapproché la caméra pour que nous puissions les lire. Le texte était irrégulier, manifestement écrit à la hâte ou dans un état de panique. Il disait « Ils viennent de l'eau, ne les laissez pas entrer. Dieu, pardonnez-nous. » La deuxième caméraman a dit ce qui était évident pour nous tous. L'équipage a scellé le compartiment 4 pour essayer de retenir quelque chose à l'intérieur. Puis ils ont envoyé un avertissement par radio. Mais que s'est-il passé ensuite? Où sont-ils tous? James a ordonné à l'opérateur d'inspecter les soudures de la porte. Le métal semblait solide, mais 50 ans de corrosion avaient bien fait leur œuvre. À plusieurs endroits, les soudures y avaient été fissurées ou décollées. La porte n'était plus complètement hermétique. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Quelque chose de fin et de long sortait de sous la porte, de la fente entre la porte et le sol. Au début, j'ai pensé qu'il s'agissait d'algues ou d'un organisme marin, mais j'ai vite compris que ce n'était pas le cas. C'était trop blanc, trop régulier. L'opérateur a dirigé le projecteur directement vers la fente. Ce que nous avons vu a fait sursauter plusieurs personnes dans la timonerie. C'étaient des doigts humains, pâles et gonflés par un long séjour dans l'eau, mais indubitablement humains. Ils bougeaient lentement, tâtonnant le bord de la porte, comme s'ils cherchaient un moyen de l'ouvrir. Le capitaine a ordonné de remonter immédiatement l'appareil. Sa voix était ferme, mais j'y percevais une panique à peine dissimulée. Mais James l'arrêta. Il dit que nous devions voir,
Nous devions savoir ce qu'il y avait là. Je compris qu'il avait raison, même si tous mes instincts me poussaient à partir de là le plus vite possible. Le caméraman a positionné l'appareil de manière à ce que les caméras soient dirigées directement vers la porte. Les doigts continuaient à bouger. Ils étaient maintenant plus nombreux. Une main entière s'était glissée dans la fente. La peau était si pâle qu'elle semblait presque transparente. On pouvait distinguer des veines sombres et autre chose, quelque chose qui bougeait sous la peau. Puis la main a sursauté et a disparu sous la porte. Pendant quelques secondes, rien ne s'est passé. Puis nous avons entendu un bruit. Même à travers l'épaisseur de l'eau et le boîtier de l'appareil, même à travers l'équipement de transmission, nous l'avons entendu. C'était un coup lent et méthodique sur la porte métallique de l'intérieur de la section 4. La deuxième opératrice vérifia les capteurs acoustiques. Le coup était fort, beaucoup plus fort qu'il n'aurait dû l'être. Ce n'était pas le bruit de mains humaines sur du métal, c'était quelque chose de plus lourd, de plus puissant, et cela s'accélérait. La porte a commencé à se déformer. Nous avons vu le métal se déformer lentement sous les coups venant de l'intérieur. Les soudures se fissuraient, des morceaux de rouille se détachaient. Ce qui se trouvait à l'intérieur essayait de sortir, et après 50 ans de corrosion, la porte ne pouvait plus le retenir. James a finalement donné l'ordre de battre en retraite. L'opérateur a mis les moteurs de l'appareil à pleine puissance, le faisant pivoter vers la sortie. Mais avant que nous ayons pu nous éloigner, la porte a cédé. La partie supérieure s'est détachée de la cloison dans un grincement de métal déchiré et une masse provenant du compartiment 4 s'est déversée dans le compartiment torpille. Je ne peux pas décrire correctement ce que nous avons vu. C'était nos décors, ou ce qui avait autrefois été des corps. Ils étaient pâles, gonflés, couverts d'étranges excroissances qui n'étaient ni des coraux ni des algues. Ils bougeaient de manière anormale, saccadés, comme des marionnettes. Leurs visages étaient humides et déformés, au point d'être méconnaissables, leurs bouches ouvertes dans des cris silencieux et interminables. Mais le plus horrible était ce qui se trouvait parmi eux et à l'intérieur d'eux. C'étaient des créatures qui ne ressemblaient à rien de ce que j'avais vu ou pouvais imaginer. Elles étaient partiellement transparentes, avec des corps qui semblaient composés d'eau et d'autres choses. Ils avaient de longs membres, se terminant par une sorte de tentacule, et ils étaient attachés au corps des marins morts, pénétrant à l'intérieur par la bouche, les yeux, n'importe quel orifice. Ils utilisaient les corps comme des costumes, comme des enveloppes. C'est exactement ce que signifiait l'avertissement. Ils se faisaient passer pour d'autres. Ces créatures pouvaient contrôler les corps morts, les déplacer, les utiliser comme moyen de transport ou de camouflage. Une masse de corps et de créatures s'est engouffrée dans la salle des torpilles, et plusieurs d'entre elles se sont immédiatement dirigées vers l'appareil. Leurs mouvements étaient rapides, beaucoup plus rapides qu'ils n'auraient rendu l'être. L'opérateur fit pivoter l'appareil et le dirigea vers la sortie à pleine vitesse. Nous traversâmes le poste central à toute allure, percutant les cloisons et l'équipement. Derrière nous, nos poursuivants étaient vomités rapides. Je les voyais sur la caméra arrière, nageant en utilisant les corps des marins et leurs propres membres pour se déplacer. Leurs visages, si on pouvait les appeler ainsi, n'exprimaient rien d'humain. L'appareil a fait irruption dans la cabine et l'opérateur l'a dirigé vers le haut, vers la trappe ouverte. Les manipulateurs se sont repliés pour que l'appareil puisse passer par l'étroite ouverture. J'ai vu la première des créatures, dans le corps du marin, atteindre l'entrée de la cabine, ses membres tendus vers nous. L'appareil a franchi la trappe avec un écart de quelques millimètres. L'opérateur a vidé le ballast et nous avons commencé à remonter rapidement. Je regardais la caméra inférieure qui montrait le sous-marin sous nous. Des créatures sortaient bien de la trappe ouverte de la cabine. Certaines essayaient de nous suivre, mais la pression des profondeurs ou quelque chose d'autre les retenait.
La dernière chose que j'ai vue, avant que le bateau ne disparaisse dans l'obscurité en dessous, c'était une masse de corps pâles et de créatures transparentes qui s'étaient rassemblées autour de la cabine. Ils regardaient vers le haut, vers l'appareil qui s'éloignait. Du moins, je pense qu'ils regardaient. Ils n'avaient pas d'yeux au sens humain du terme, mais je sentais leur attention, leur faim. La remontée a duré une éternité, même si en réalité, elle a pris moins de 20 minutes. Personne dans la cabine de pilotage n'a prononcé un mot. Nous étions tous sous le choc de ce que nous avions vu. Les opérateurs se concentraient sur le pilotage de l'appareil. Les autres regardaient simplement les écrans, surveillant les indicateurs de profondeur. Lorsque l'appareil a finalement fait surface, j'ai ressenti un soulagement physique, comme si un énorme poids avait été retiré de mes épaules. La lumière du jour, le ciel gris, le vent froid, tout cela semblait incroyablement précieux après l'obscurité et le cauchemar qui régnaient en bas. L'appareil a été hissé à bord du navire de recherche. L'équipe qui s'en est chargée ne comprenait pas pourquoi nous avions tous l'air d'avoir subi un traumatisme. James a immédiatement contacté le commandement côtier via un canal sécurisé. Je n'ai pas entendu cette conversation, mais j'ai vu son visage pendant qu'il parlait. Il était pâle, ses mains tremblaient légèrement. 1 heure plus tard, un navire militaire avec un équipage plus important et mieux armé s'est approché de nous. À bord se trouvait un amiral et plusieurs civils que je n'ai pas pu identifier. Ils ont pris toutes nos notes, nos vidéos et nos journaux. Nous avons tous été interrogés séparément et contraints de signer des accords de confidentialité. L'amiral nous a dit que ce que nous avions vu n'aurait jamais dû être révélé. Le Seabass n'était pas un simple sous-marin. En août 1944, il effectuait une mission secrète, enquêtant sur d'étranges signaux détectés dans la région. Quelque chose a mal tourné. Le dernier message du sous-marin a été reçu à la mi-octobre, dans lequel le commandant signalait un contact avec une forme de vie inconnue. Le commandement a décidé que le bateau avait été coulé par quelque chose de banal, une mine ou une torpille, une histoire commode qui ne nécessitait pas d'explication gênante. Il n'aurait jamais pensé que le bateau serait toujours là, au fond de l'eau, avec sa cargaison, et il n'aurait certainement pas pensé que cette cargaison serait toujours active après 50 ans. L'amiral a dit que des mesures seraient prises. Je ne savais pas ce que cela signifiait et je n'ai pas posé de questions. 2 jours plus tard, nous avons appris que des opérations de minage en eau profonde étaient menées dans la région, soi-disant pour neutraliser de vieilles mines datant de la guerre. Je pense qu'ils ont détruit le sous-marin, l'enterrant avec son contenu sous des tonnes de roches et de terre. Peu après, nous avons tous été envoyés dans différents lieux d'affectation. Je n'ai plus jamais revu aucun membre de cet équipage. Ma demande de mutation a été acceptée avec une rapidité inhabituelle et, 1 mois plus tard, je servais déjà sur un autre navire dans une autre partie de l'océan Pacifique. Plus de 30 ans se sont écoulés depuis ce jour. Je suis à la retraite depuis longtemps et je vis dans une petite ville tranquille de l'État de Washington. Parfois, surtout la nuit, quand il pleut et que j'entends le bruit de l'eau, je me souviens de ce que nous avons vu au fond de l'océan. Je me souviens des corps pâles, des créatures qui les contrôlaient et de l'avertissement qui a été envoyé en morse pendant 50 ans. Je pense parfois à cet équipage, à ces 78 personnes qu'ont-elles vécu pendant leurs derniers jours? Combien de temps ont-elles résisté avant que les créatures ne prennent le dessus? Ont-elles réussi à mourir véritablement ou leur conscience est-elle restée emprisonnée dans ces corps contrôlés pendant toutes ces décennies? Le plus effrayant, c'est que je n'aurai jamais la réponse à cette question. Les créatures que nous avons vues étaient-elles uniques ou y en a-t-il d'autres quelque part dans les profondeurs? L'océan est immense et nous n'en avons exploré qu'une infime partie. Combien d'autres secrets se cachent mais dans l'obscurité?
attendant que quelqu'un tombe dessus par hasard. Je n'ai plus jamais travaillé comme hydroacousticien après cet incident. Je ne pouvais plus. Chaque fois que je mettais mes écouteurs et que j'écoutais les sons sous l'eau, je commençais à distinguer des motifs dans le bruit, à imaginer des signaux qui n'étaient pas là. Ou, pire encore, je me demandais s'ils n'étaient vraiment pas là. Il y a quelques années, je suis tombé sur un article sur Internet concernant d'étranges signaux détectés dans les profondeurs de l'océan. Les scientifiques ne pouvaient pas les expliquer. Ils parlaient de processus géologiques inconnus, de nouvelles espèces de baleines, d'artefacts techniques. Mais je savais mieux que cela. Je savais que certains signaux ne devaient pas être déchiffrés, que certains messages ne devaient pas être reçus. Parfois, je me rends sur la côte et je regarde l'océan. L'eau semble si calme à la surface, si innocente. Mais je sais ce qui se cache dans les profondeurs. Je sais que là-bas, dans l'obscurité et sous la pression, il existe des choses qui ne cadrent pas avec notre compréhension de la vie et de la mort. L'avertissement de l'équipage du Seabase était clair. Ne pas ouvrir, garder scellé. Mais nous n'avons pas écouté. Nous aurions dû laisser ce sous-marin au fond de l'eau, laisser l'océan garder ses secrets. Au lieu de cela, nous avons ouvert une porte qui aurait dû rester fermée. J'espère que les explosifs ont vraiment tout détruit. J'espère que les créatures ont été enfouies si profondément qu'elles ne pourront jamais s'échapper. Mais au fond de moi, dans cette partie de moi qui se souvient encore de leurs mouvements inhumains et des visages pâles des corps qu'elles contrôlaient, je crains que ce ne soit pas le cas. L'océan est plein de courants. Les choses se déplacent, elles remontent à la surface. Et si ne serait-ce qu'une seule de ces créatures a survécu, si elle a trouvé une nouvelle enveloppe, un nouveau corps à contrôler, qui sait où elle peut se trouver maintenant? Ces créatures ont pu s'adapter, apprendre à mieux imiter le comportement humain après des décennies de pratique. Je vis aussi loin de l'océan que possible, tout en restant dans l'état. Je n'ai pas d'aquarium, j'évite même les piscines publiques. Cela peut sembler paranoïaque, mais après ce que j'ai vu, je sais que l'eau n'est pas seulement un milieu de vie. Pour certaines créatures, c'est leur maison, leur refuge et leur moyen d'infiltration. Chaque fois que les informations font état de navires ou de sous-marins disparus, je frissonne. Je me demande s'ils ont rencontré quelque chose de similaire. Et chaque fois que quelqu'un trouve sur le rivage une créature étrange rejetée par les vagues, je repense à ce que nous avons vu. Je me demande si ce n'est pas un avertissement, un signe que quelque chose commence à bouger en dessous. Je raconte cette histoire maintenant parce que je suis vieux et que toute ma vie est derrière moi. Les accords de confidentialité ont une durée de validité limitée et j'ai vérifié que le mien a expiré il y a 2 ans. Peut-être que des gens en costume viendront me rendre visite pour me demander de me taire à nouveau. Mais je pense que les gens doivent savoir. Ils doivent comprendre que l'océan n'est pas tel que nous l'imaginons. Nous pensons que l'océan n'est que de l'eau, des poissons, des algues. Nous pensons le comprendre, l'avoir cartographié, l'avoir exploré. Mais la vérité est que nous ne savons presque rien de ce qui se trouve là-bas, dans les profondeurs. Et peut-être est-ce mieux ainsi. Peut-être y a-t-il des choses que l'humanité ne doit pas découvrir, des portes qui doivent en rester fermées, des signaux qui doivent rester sans réponse. L'équipage du Seabase l'a compris dans ces dernières heures. Ils se sont sacrifiés pour sceller le compartiment 4 afin de retenir les créatures. Ils ont laissé un avertissement aux générations futures. Et nous l'avons ignoré. Je vivrai avec cette culpabilité jusqu'à la fin de mes jours. Si jamais vous vous retrouvez en mer et que votre équipement capte un signal étrange provenant des profondeurs, un signal qui ne devrait pas être là, je vous en supplie, n'essayez pas de l'explorer. N'essayez pas d'établir le contact. Continuez simplement à naviguer et oubliez ce que vous avez entendu. Certains secrets doivent rester enfouis.
Certaines portes doivent en rester fermées. Certaines choses doivent en rester au fond, dans l'obscurité, là où était leur place. L'océan garde bien ses secrets. Qu'il en reste ainsi.